Compose, épisode 48. Je pense qu'il y a pas de hasard, en fait. On vient me chercher, je vais là où le vent me mène, mais en même temps, rétrospectivement, quand je fais une introspection de tout ce que j'ai vécu, ça a toujours eu un lien avec le son. Mm-hmm. Toujours. Avec la voix, être prof de FLE, c'est avoir de la voix. C'est donner la voix, c'est donner des mots-clés pour que quelqu'un puisse s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment... c'est maintenant que je m'en rends compte, en fait. Cette semaine, je suis heureuse et honorée de recevoir Rokia Bamba. Rokia est artiviste, DJ, animatrice, créatrice sonore, metteuse en scène. Voilà, vous avez compris pourquoi je l'ai invitée sur Compose. Avec Rokia, on a parlé de sa passion pour la musique, de sa famille, de sa première émission de radio à 12 ans, de la place de l'oralité dans sa vie, des cours qu'elle donne pour la mission locale de Molenbeek, du système auquel elle n'adhère pas, de burn-out, de sororité, d'argent, de charge mentale, de sa vie de maman. Cet épisode est un peu différent des autres et plus long parce que je vous avoue que j'ai bu les paroles de Rokia et que ça aurait pu durer encore plus longtemps. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Rokia d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci, à toi. On va peut-être commencer d'une façon un peu différente. Je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors, c'est toujours très compliqué parce que c'est en fonction... C'est comme prendre une cartographie instantanée de ce que je suis. Et comme je suis plusieurs personnes à la fois, vu que je suis légèrement schizophrène dans ma tête, alors je vais commencer par ce qui me sied le plus, c'est-à-dire que je m'appelle donc Rokia Bamba et que j'ai 49 ans et je sais que je ne les fais pas, parce que j'aime beaucoup la Nivea avec aluminium et que je suis animatrice radio, que je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille, et que j'en suis fière, que je suis animatrice de podcast aussi. Ensuite, je suis DJ. J'aime bien me représenter avec le « et », le suffixe, mais pas pour le fait d'être petite ou de diminuer ma fonction ou mon rôle. C'est plutôt en hommage aux suffragettes qui nous ont permis et qui se sont battues, et beaucoup en sont mortes, pour qu'on puisse voter. Et donc, c'est en hommage à elles que je me définis en tant que DJ. Je suis artiviste aussi. C'est donc une contraction entre activisme et artiste. Et j'œuvre beaucoup dans les musées. Et actuellement, nous sommes dans un musée. Je ne sais pas si je devais le dire, mais voilà, c'est dit. Ensuite, je suis créatrice sonore aussi. Je fais énormément de créations sonores dans le cadre de mes expéditions à travers les musées et à travers mon collectif qui s'appelle Troubled Archives, avec lequel on a travaillé, on a fait pas mal d'expos à Cologne, au Rautenstrauß Museum, et on a aussi représenté la Belgique à la Biennale de Dakar en 2022. Et donc la création sonore me vient tout naturellement. Je pense que j'ai commencé plutôt dans le bruit et dans le son, en rentrant par la création sonore, sans savoir que c'était de la création sonore, et que j'incorpore dans mes mix aussi. Et je suis aussi metteuse en scène. J'ai mis en scène, grâce au Théâtre 140, une pièce qui s'intitule Femmes flamboyantes, avec mes sœurs, vraiment mes sœurs de cœur, Julie Lombé, pour ne citer que
une des Lombé. Il y a aussi Nicole Létoupe, il y a Cécilia Canconda, ex-Zap Mama, qui est aussi actrice, qui est prof, qui est extraordinaire. Il y a Marie-Paul Musée-Gézy, assez difficile à dire, mais c'est Marie-Paul. Sarah Carlier aussi, donc voilà. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Donc, je ne me mets absolument pas de limite et je vais là où le vent me mène, en fait, tout simplement. Oui, tu as vraiment des projets multiples, mais tout démarre un peu par la musique. Tu peux nous expliquer, en fait, comment est né ton intérêt pour la musique ? Ben, je pense qu'elle est née, c'est même pas je pense, et j'en suis sûre, à travers ma famille, en fait, tout simplement, avec mon père, avec ma mère. Mon père était un mélomane incroyable. J'y étais parce que malheureusement, il est décédé. Mais il a eu le temps, avant de décéder, de nous noyer les oreilles. Oh, mon Dieu. Ça, je me rappelle. Et à l'époque, on avait un super tourne-disque et il avait une collection incroyable de vinyles et il nous faisait écouter la face A et nous, par regret, on se disait il y a encore la face B. Et donc, c'était des longs morceaux de Fela. Donc, on a découvert Fela, la musique nigériane. On a découvert toutes sortes d'univers musicaux, en passant de Barbara à Gainsbourg, Karen Cheryl même. Ma mère était fan de Karen Cheryl. Et puis voilà, on a traversé les époques, ses époques à lui, et les Fania All Star, la musique cubaine, la musique congolaise, en rentrant, en sortant, en faisant le tour. Il y avait même de la musique expérimentale. Il y avait même un groupe qui s'appelle Mandrill, et la pochette, c'était vraiment la tête du singe qui a des couleurs mais magnifique, mais qui fait peur quand même. Et mon frère s'amusait à courir derrière moi en irriguant le disque très 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 près de moi, et moi je hurlais dans toute la maison parce que j'avais peur du vinyle. Et voilà, c'est le toucher, c'est pas seulement le son, c'est aussi toucher le vinyle, c'est le traiter avec précaution, traiter l'aiguille avec précaution et déposer cette aiguille qui nous ouvre, qui parcourt les sillons et qui nous ouvre des perspectives autres que celles liées au réel dans lequel on était. Et c'est la musique vraiment qui m'a fait voyager, quoi. Oui, j'allais te demander, en fait, elle te fait ressentir quoi, la musique ? C'est énorme. C'est vraiment j'ai l'impression de la vivre à 100%, que chaque note non seulement je l'entends, mais j'ai l'impression que mes 5 sens sont en éveil et que j'arrive à toucher la matière, que je la vois, dans mon imaginaire est vraiment poussé à son paroxysme. J'appelle ça vraiment une jouissance de tout instant, et que chaque note, chaque musique, plus l'éclectisme est là au niveau musical, et plus j'ai cette envie de découvrir, de chercher, de diguer, de creuser. J'ai l'impression que en tant que DJ, on est des passeurs. On est des chercheurs. La terminologie même du disc jockey était celui qui créait des ambiances, qui créait des nouveaux sons, qui les faisait entendre, aux auditeurs dans les radios, pour dire ben voilà, c'est le dernier Madonna, écoutez-le, c'est le faiseur de tubes à qui on donnait du bakchiche pour que sa plaque puisse passer. Moi on me donne pas de bakchiche, c'est bien dommage d'ailleurs, mais voilà, ce qui est génial, c'est de recevoir via n'importe quel réseau
des morceaux spontanés de gens et qui m'invitent dans leur univers et qui me disent mais Rokia, ce serait bien que tu le passes, ce serait bien que tu l'incorpores dans ta playlist quand tu joues et voilà, je sais pas, c'est le rythme, c'est une mélodie, c'est c'est une sorte de litanie dans la tête, une ritournelle, quelque chose qui tourne, mais qui t'enchante et qui te met bien. Et ce qui est vraiment génial, c'est de se dire aussi, c'est associer des musiques à des événements de la vie. Et ça, c'est génial. Et ça, enfin, je t'en parle, j'ai des frissons rien que de penser à j'ai écouté Madonna Holiday et c'était au moment où ma maman était malade, par exemple. Et pourtant, c'est antinomique. C'est une chanson qui est assez gaie. Mais ma maman, était un peu malade et donc j'avais peur qu'elle ne revienne pas et voilà, c'est des musiques qu'on associe à chaque période de sa vie, ses premières règles, son premier baiser, la première boum, la première fois que j'ai été nommée disc jockey dans des booms et sans savoir que je pouvais l'être en fait, et on m'assigné ce rôle sans l'avoir revendiqué, mais les gens sentaient que j'avais le feeling et que je commençais à passer les vinyles et à péter carrément les enceintes des parents qui n'étaient pas très contents, vu qu'à l'époque on poussait le volume à fond et puis c'était du matos qui était quand même assez cher, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est magnifique, quoi. C'est la radio aussi, Radio Campus, à laquelle, c'est une radio où je me suis révélée en fait, où pour moi c'est un lieu de passage, la radio, mais j'y suis restée très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Au départ, je disais 14 ans parce que je perds le fil des années. Et ma mère, qui est ma mémoire, me dit « Mais non, tu avais 12 ans. » Donc, j'ai commencé à 12 ans. Et dans une émission destinée à la diaspora africaine qui est encore présente sur Radio Campus, qui s'appelle Sous l'arbre à palabres, et j'ai commencé dans cette émission-là jusqu'à avoir ma propre émission qui s'appelle Full Mix et qui était une des premières émissions de hip-hop sur les ondes hertziennes, mais faite par des femmes. On était 2 à l'époque. Donc j'ai connu l'émergence du hip-hop belge avec Maestro, dit Stromae. Maestro rappait, Stromae s'est révélé après, donc je le vois encore rentrer dans les studios de Radio Campus et essayer ces scuds. C'est des moments mémorables, c'est des interviews incroyables parce qu'on était les seuls et donc les maisons de disques à l'époque faisaient appel à nous pour pouvoir interviewer des chanteurs. Je me rappelle à l'époque de Science Super Crew, de IAM, avoir les exclusivités comme ça. Ça vous dirait de faire une interview d'IAM, de Rockin' Squat, et là on pense à Cassel, le père. Moi je connaissais le père, de l'avoir vu. J'ai été nourrie par les films que mon père nous léguait, et donc je dis c'est le fils Cassel, trop bien, il doit savoir danser, or que non, c'est très dans le hip-hop, donc très revendicatif et avec une verve incroyable. Il est même mieux que son frère d'ailleurs, Vincent. Il vaut mieux l'oublier. Mais voilà, et voilà, c'est des moments. DJ Mehdi que j'ai rencontré, avec qui on a eu mais vraiment une interview. Il y a des interviews comme ça dont je me souviens où l'amour de la musique se révèle au moment où on commence à faire l'entretien et tu ne vois plus les autres. Donc il y avait Kerry James à côté qui s'effaçait petit à petit et on était hyper connecté. Et DJ Mehdi, je l'adorais. Malheureusement, il n'est plus. Et je sentais vraiment que ces rythmes dans le 113, avec Mokobe et les autres, allaient vraiment le mettre sur une voie
autre qui est celle de la techno et de la house. Et il a été signé par Headbanger, le fameux label de techno et de house français. Et vraiment, malheureusement, il a sorti 2 perles qui sont magnifiques, mais il est décédé vraiment trop tôt dans des circonstances vraiment déchirantes. Et voilà, c'est des rencontres comme ça de cœur, des gens qui deviennent des amis. Ayam, que j'ai rencontré après à New York, qui ont fait aussi mon oreille musicale. Donc c'est vraiment, moi je dirais toutes les familles et toutes les rencontres, parce qu'on a des familles au pluriel. Il y a ma famille proche, celle avec laquelle j'ai grandi, donc mon clan familial, mon identité familiale, c'est mes racines aussi, qui sont ivoiriennes, maliennes, françaises, parce que j'étais au lycée français ici. Donc c'est cette culture-là, la culture belge aussi, quand je vais à l'université. C'est des rencontres d'artistes qui m'amènent à d'autres questionnements et qui me font me dire que la musique est vraiment éclectique. On peut pas la classer. Elle peut pas être homogène. Plus elle est mélangée, plus elle est hétérogène et plus elle touche de monde. Et c'est là où je me dis, je pense que mon style c'est renforcé au gré des rencontres que j'ai eues. Et donc je ne m'exclus pas d'entrer dans différents univers, que ce soit du classique ou du métal. Je me dis tout est bon à prendre tant qu'il y a un rythme qui fait battre mon cœur, et qui fait vibrer de l'intérieur, alors c'est bon. Moi je pense que vraiment la musique qui te fait te lever, c'est celle du cœur, et c'est celle qui est aussi rythmée à 120 BPM. À partir de 120 BPM, tu ne peux pas ne pas te lever. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à faire suer les gens. Tu viens aussi de faire un name dropping de dingue quand même, avec tous les noms que tu as cités. Oh, pardon. Mais à 12 ans, du coup, quelle était ta volonté, tu vois? Enfin, comment tu t'es dit, je vais aller à la radio et en fait, je vais bosser à la radio, et comment eux l'ont pris aussi? Ça s'est fait vraiment d'une manière spontanée. C'était une émission vraiment, comment dire, liée à la diaspora et à la diaspora qui s'adressait vraiment aux expatriés, à la diaspora africaine. Donc elles étaient peu nombreuses sur les voies hertziennes, et donc c'est une radio associative, Radio Campus. Donc quoi de plus normal que d'initier et de former. Et donc ils nous ont posé bêtement la question. C'était mon prof de français qui voyait que on était un peu trop reclus, mon frère et moi, à la maison, et qui voulait absolument nous faire découvrir ce médium-là. Et ça a été une révélation, quoi. Ça a été vraiment une révélation. Et ils nous ont posé la question à la fin de l'émission. Ils nous ont vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez faire si on vous prenait à la radio. Et moi je disais je voudrais bien faire l'agenda, dire les concerts qui se passent dans Bruxelles. Et c'est là que j'ai commencé. Voilà. Et comme c'était le dimanche après-midi, donc j'avais le temps, mon père me déposait et puis après il venait me chercher, et puis quand il n'était plus, j'y suis venue par moi-même. Donc et voilà, et j'ai trouvé ça je pense que voilà, il y a ma culture aussi, la culture de mes parents, qui font que l'oralité a une énorme place dans tous les rituels aussi, et dans nos vies. C'est pas pour rien qu'on est né dans la culture griot, des griots qui véhiculent l'histoire l'histoire du pays, ou l'histoire des personnes nobles via la chanson. Et donc ces griots ont un rôle vraiment de gardien d'histoire. Et où est-ce qu'on peut les entendre? À la radio. Ou dans des événements qui se font dans les villages ou dans la ville, dans la cité. Mais la radio est vraiment le médium le plus utilisé en Afrique. C'est comme ça que on apprend
qu'il y a des décès, c'est par cette voie-là qu'on apprend qu'il y a des naissances, des mariages, au fin fond du village, l'homme le plus sage ou la dame la plus âgée a une radio. Et donc, j'ai grandi dans cette culture-là, dans cette culture hertzienne où tu tournes le bouton pour essayer de chercher une émission ou une chanson. J'ai grandi avec les cassettes de 120 minutes où tu essayais de mettre toutes les chansons que tu aimais et qui passent sur Énergie ou sur d'autres radios et tu crées toi-même ta mixtape. Donc c'est pour ça que je dis que tous les sens sont en éveil, parce qu'il y a le toucher de l'instrument, de l'objet, qui te permet d'écouter. Et donc tout ça a une importance et pour moi, ça me semblait tout à fait naturel que de pouvoir parler devant un micro, que de pouvoir utiliser cet objet pour divulguer un message. Et donc, c'est ancré en moi et dans ma culture. Donc pour moi, ça semblait totalement... au lieu de passer mon temps, je le faisais aussi à jouer au basket et à faire du handball, je faisais aussi de la radio. Et donc, voilà, c'était mes hobbies. Ton papa, pour qui la radio était importante et qui est aussi un grand fan de musique, il devait être super fier que tu prennes ce chemin-là. Oui. Il avait même participé à une émission à Soulabrapalab où il a parlé justement du Mali. Les responsables l'avaient invité, donc il était vraiment heureux que l'on puisse continuer. Mon frère était plus technicien parce qu'il adorait démonter les choses et remonter les choses. Donc lui, c'est lui qui me mettait en onde. Donc on était en famille, donc c'était magnifique. C'était vraiment, je pense, c'est une initiation. C'est rentrer dans, c'est mûrir de toute manière, peut-être un peu plus tôt que les autres, puisque j'étais confrontée à un canevas d'émissions avec l'actualité africaine, avec des séquences liées à la littérature. Donc voilà, je commence à me forger mon identité à travers l'apprentissage et à travers l'expérience des autres. Et la confrontation des autres, les invités qui arrivent, voir des Joe Dekmin débarquer dans l'émission ou voir le festival Couleur Café débarquer dans l'émission et s'en prendre plein la gueule au niveau des affiches. Enfin voilà, c'est être confronté à des questionnements légitimes, mais qui sont remplis par mes pairs en fait, qui étaient étudiants à l'époque, étudiants à l'ULB ou à Louvain-la-Neuve, et qui venaient faire pratiquer la radio et passer des messages. Donc, on a touché à tout. Et je pense que le fait d'être autodidacte, ça amène une liberté et une prise de risque qu'on n'a pas quand on est... quand on est dans le cursus ex cathedra, je dirais. Et donc quand je suis, évidemment, ça m'a amené à faire et à m'inscrire en journalisme, mais au bout, évidemment, de la deuxième candie, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, mais c'est en troisième qu'on va, en première licence, puisque c'était les licences, c'est en première licence que je vais faire des travaux pratiques, ça va ou quoi? Moi, j'ai commencé à 12 ans, donc j'ai commencé à travailler, tout simplement. Et donc, j'ai commencé, à voler de mes propres ailes et à continuer à la radio en faisant l'agenda socio-culturel de campus. Alors ça pouvait être le matin, ça pouvait être l'après-midi ou ça pouvait être en fin d'après-midi. Et puis après, j'ai commencé à travailler, à monter des ateliers pour les primo-arrivants, pour les personnes qui utilisent qui utilisent le FLE, le français langue étrangère, commencer à rentrer un peu plus dans le social, ce qui m'a dirigée justement un peu plus tard vers l'apprentissage du FLE de français langue étrangère et d'histoire et de citoyenneté pour la mission locale de Molenbeek. Mais je dirais que ça, avec toujours un lien
avec ma pratique de la radio et de l'oralité. Toujours, j'ai travaillé pour Radio Zinneke, on a créé dans le cadre de la Zinneke Parade, j'ai travaillé avec Bruxelles nous appartient, Brussels behoort ons toe, où une VZE et une ASBL, tout comme la Zinneke Parade, vestige des années 2000 où Bruxelles était la ville de la culture européenne, et donc les deux ASBL qui se sont constituées et qui sont restées, c'est la Zinneke et Bruxelles nous appartient. Et Bruxelles nous appartient avait cette particularité de donner des enregistreurs à n'importe qui en avait envie, et donc si tu avais envie d'interviewer c'était même pas interviewer, c'était un entretien avec ton voisin. Eh ben, tu prends l'enregistreur, on t'explique comment fonctionne la machine et vous parlez et vous vous enregistrez. Et on encode cet enregistrement dans une base de données qui est accessible à toutes et à tous, en fait. Et c'est une sorte de sonothèque vivante, et je dirais vraiment vivante, de Bruxelles et des Bruxellois à un moment donné, donc à partir de 2000 jusqu'à maintenant. Et cette base de données, cette banque de données, cette sonothèque est accessible à toutes et à tous. Et donc, on peut faire plein de déclinaisons avec les récits, avec les mots-clés. Ce qui était important, c'était d'encoder avec les mots-clés. Et donc, ça va vraiment dans tous les sens, quoi. Du raciste à la petite dame qui vend des escargots à Bruxelles, dans le centre-ville, d'un voisin qui n'aime pas son autre voisin, mais qui règle les problèmes dans l'entretien. Enfin, voilà, c'est un prétexte à tout, en fait. Je pense qu'il y a pas de hasard, en fait. On vient me chercher, je vais là où le vent me mène, mais en même temps, rétrospectivement, quand je fais une introspection de tout ce que j'ai vécu, ça a toujours eu un lien avec le son. Toujours. Avec la voix. Être prof de FLE, c'est avoir de la voix. C'est donner la voix. C'est donner des mots-clés pour que quelqu'un puisse s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment... c'est maintenant que je m'en rends compte, en fait. C'est trop bien. Mais oui, tu le disais, en fait, tout ça, c'est vraiment que des rencontres, parce que donc tu as aussi été compositrice sonore, réalisatrice sonore, enfin tu l'es. Et il y a le DJing, il y a la radio, il y a tous ces projets-là, il y a le fait d'être professeuse. Tout ça, c'est vraiment né au fil des rencontres et au fil un peu, entre guillemets, du hasard, et t'as fonctionné au feeling, en fait. Comment t'as accepté toutes ces propositions ? Des fois, l'étonnement qu'on vient de me chercher en me disant écoute, tu vas être prof de FLE à Molenbeek. Je fais pardon, pas à cause de Molenbeek, mais prof de FLE, tout simplement. Je me dis moi prof, mais oui, t'as donné des ateliers, donc tu peux. Et nous, ce qu'on recherche, c'est justement quelqu'un qui sort du cadre. J'ai fait ok, vu comme ça. Donc moi, j'ai hurlé de plaisir. Mes enfants, je me rappelle, ils étaient là en train de dire. Enfin, ça s'est passé vraiment. C'est du genre, je fais l'entretien. Je rentre à la maison, on m'appelle pour me dire « Vous avez la place ». J'ai fait « Mais non ». Je dis « Vous rigolez ». Et puis ils me disent – et je dis « Mais pourquoi moi ?»« Mais parce que justement, c'est toi qu'on veut ». Donc là, c'est la porte des possibles. Tu travailles à mi-temps, tu essaies de comprendre comment fonctionne le système dans lequel tu es, et puis tu essaies de le changer de l'intérieur, tout simplement. Et c'est là que mon côté activiste se révèle de plus en plus en essayant de comprendre des institutions dans lesquelles je travaille, avec lesquels je travaille, qui me payent, la COCOF d'un côté, la mission locale de l'autre, Bruxelles Formation, comment fonctionne le système, l'encodage des stagiaires, comment créer du lien tout en contrôlant. Et c'est là que petit à petit, ça m'a rendu malade aussi. C'est comment ça fonctionne et comment tu y adhères ou tu n'y adhères pas. Et petit à petit se dire, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi, et de laisser la main à ceux qui arrivent, et il y a toujours de la place. Donc de toute manière, je me dis, je me destine à autre chose, et là où je suis à un autre niveau, quoi. Et
Mais c'est l'impulsion, c'est le sixième sens. Des fois, j'ai eu du mal à écouter mon sixième sens en me disant non, mais tais-toi. mais qui tu es au fond, mais ce sixième sens-là, il continue à te marteler dans ta tête et à te dire non, c'est pas le bon choix. Mais là, t'aurais dû dire oui. Et si ça se fait pas, ben c'est pas grave, mais ne dis pas non à ça. Et au moment où je l'ai écouté, ben c'est là où tout a décollé, en fait. Tout a réellement décollé. Et je pense que voilà, c'était un cheminement que je devais faire. Et il y a aucun moment que je ne regrette. Aucun. Toutes les personnes que j'ai croisées au fur et à mesure de mon parcours de vie, de femme active, dans une société où il y a la notion du travail qui est vraiment qui peut faire mal. Je pense avoir compris un certain mécanisme et je me suis donné le choix d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Et je pense que cette intelligence-là, elle n'est pas donnée à tout le monde, en fait. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Et je pense que ce privilège-là, je me le suis donné en me disant, c'est le moment de saisir cette occasion-là, d'être ce que tu aimes, de faire ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire, et surtout, donne. Je n'attends rien en retour, en fait. Ce que j'ai envie, c'est vraiment... Je me rappelle dans des formations que j'avais chez Lire et Écrire, par exemple, on me disait, mais Rokia, vous avez trop d'empathie. Il faut essayer de canaliser cette empathie, parce que évidemment, c'était celle que on m'entendait, évidemment. Et donc, du coup, je me suis dit, cette empathie-là, je vais l'utiliser parce que je ne peux pas la réfréner. Et le monde de travail dans lequel j'étais, essayer de réprimer cette empathie. Et moi, je ne peux pas, je mourrais petit à petit de l'intérieur. Et je commençais à me faire du mal à l'intérieur. Et quand on dit se faire du mal, c'est vraiment psychologiquement, et au niveau psychologie, ça a un impact sur le corps. Et donc, du coup, avant de penser à fuir là où j'étais, j'ai essayé de donner une chance, évidemment. Et à ne pas justement réfréner cette empathie et à la mettre à contribution du collectif. Et à partir du moment où tu vois que à toutes les instances de l'organigramme jusqu'au tien, puisque nous on était vraiment on est des travailleurs de base, mais c'est nous qui avons le plus de contact avec le public. Avec le public, il n'y avait aucun problème. C'est ceux d'en haut. Et à partir du moment où tu vois que ce mécanisme-là, cette culture d'entreprise est au-dessus et se décline jusqu'à ta coordination, la seule réflexion que tu as, c'est full camp. Full camp parce que ça ne changera pas. Et donc, à partir du moment où tu as cette prise de conscience, tu te destines vers autre chose. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et tu es confronté à plein de choses, aux réfractaires du changement, aux personnes qui sont motivées, d'autres racistes, d'autres négrophobes. Enfin, il y a tout. Tu rencontres tous les milieux. Et quand j'étais personne de confiance dans cette entreprise dans laquelle je travaillais, et être personne de confiance, c'est utiliser cette empathie justement là et apprendre à analyser la problématique et à être active par rapport à ça. Et quand tu fais ton travail et que de l'autre côté la direction met du temps à réagir et à être active, mais ça fait encore plus de dégâts. Et moi, je ne voulais plus cautionner ça. Je ne voulais plus du tout cautionner ça.
Et donc, c'est là où je me suis renforcée un peu plus dans la musique et à me dire, ben oui, je vais continuer à donner, mais je vais donner différemment. Et si ça plaît, c'est bien. Mais si ça plaît pas, ben tant pis. Moi, je continue de toute manière. Et tant que ça me fait du bien, ça fera automatiquement un rayonnement et ça ira vers les autres. Je pense qu'il faut... dans cette société vraiment patriarcale où on nous assigne des identités et qu'on ne le revendique pas. Donc on doit lutter contre ça, on doit lutter contre les inconscients collectifs, les clichés. Moi, intersectionnelle, en étant femme et en étant femme noire, et donc je le vis simultanément, c'est être conscient de ça et réagir. Ne plus rester silencieuse. Et comme disait Audre Lorde, le silence ne nous protégera pas. Et je pense que effectivement, c'est ce qui amène au trauma. Et il faut vraiment creuser de l'intérieur et se dire, utiliser sa voix, ses voix, par n'importe quel moyen pour se faire entendre. Juste pour se faire entendre, juste pour dire. Et à partir du moment où l'autre l'entend, à ce moment-là, on peut commencer à travailler ensemble. Mais c'est sans relâche. C'est pour ça que je dis, j'ai plusieurs personnalités dans ma tête, parce que psychologiquement, c'est très dur. On est en mode, c'est pour ça que moi je suis en mode non-stop. Mais parce que je me mets cette pression-là en me disant, mais personne d'autre ne le fera. Déjà. Et si je le fais, eh ben c'est déjà quelque chose. Et si ça rayonne et que quelqu'un le fait avec moi, tant mieux. Mais c'est aussi apprendre à ne pas rester seul. C'est aussi apprendre à déléguer. C'est aussi apprendre à se poser. C'est aussi apprendre. Et ça, c'est la sororité. C'est la sororité qui t'arrête. C'est la sororité qui te permet de pleurer, de crier, qui te permet de cracher, qui te permet d'être aussi silencieuse. C'est la sororité qui sait ce que tu es, qui te valorise dans ton savoir-être et qui te permet d'être. Sans cette sororité, tu peux pas, pour moi en tout cas, je parle vraiment à titre personnel, c'est celle qui m'a sauvée, en fait. C'est celle qui m'a révélée et qui m'a permis de me rediriger, je dirais, le peu de temps qui me reste encore à vivre, parce que j'entre dans la cinquantaine. Donc, il y a un moment où tu te dis, ah, là, maintenant, il va falloir être encore plus active. Pas active comme la société veut que tu sois, mais active comme toi, tu le veux. Et je pense que, voilà, c'est l'expérience, c'est l'âge qui m'a permis de me dire que c'est maintenant qu'il faut saisir les occasions, et de ne rien laisser passer. Mmh. Et quel a été ton déclic, en fait quel a été ton déclic pour te dire que tu ne voulais plus rester silencieuse? Est-ce qu'il y a eu un moment clé? Il y a eu des moments clés. Mmh. C'est déjà la souffrance au travail, ouais. Les burn-out à répétition, c'est le burn-out des autres aussi que l'on voit. C'est le livre de Lisette Lombé. En fait, c'est ma rencontre avec Lisette, c'est ma rencontre avec Joël Sambi. Ce sont mes rencontres. C'est toujours une personne qui dit. Donc, les mots de Lisette ont mis l'accent sur mes propres mots. Et quand tu l'entends de la bouche de quelqu'un d'autre, ça fait résonance. Et là, tout de suite, sa réalité devient ta réalité. Et donc, tu prends conscience. Tout le monde sait ce qu'est un burn-out, plus ou moins, en définition. Il y a des gens qui le vivent et qui ne le savent pas. Là, elle savait. Et donc, du coup, son livre sur le burn-out, le fait qu'elle ait déclamé en slam, qu'elle ait écrit quelque chose, eh ben, je pouvais le voir et m'y référer. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, là, il va falloir que je me soigne. Parce que je peux pas continuer à me faire du mal. Il va falloir que je cherche à me trouver. Est-ce que je suis dans le bon endroit? Est-ce que j'agis au bon endroit? Est-ce que là où je suis a du sens? Est-ce que ça me permet d'avoir des perspectives? Parce que le sens, c'est aussi réfléchir aux perspectives et à te projeter.
Eh ben, non. À partir du moment où le non apparaissait, c'est là où je me suis dit, bon, d'abord je vais me soigner et puis après je vais voir si je continue à être dans cette structure du travail, camarade, enfin voilà, tout ce que ça comporte de une sécurité sociale, une sécurité de vie, ton prêt hypothécaire payé, enfin voilà... un bien-être qui ne te met pas en danger, mais est-ce que c'est pas au détriment de ta propre personnalité? Et c'est là que tu réfléchis et que tu en vois tout valser en fait, et que tu te repositionnes pour repartir de nouveau. Donc j'ai l'impression d'avoir été une mutante, d'avoir mué et d'avoir changé de peau et de se dire que c'est pas surtout figé dans le temps et que et il faut se laisser le temps. Il y a 2 choses, c'est mûrir, même 3, c'est et accepter d'être une alien en fait, de se dire qu'on est mutant, qu'on est des super-héros, pourquoi pas, qu'on est et se mettre des identités multiples et se nourrir de ça. Nourri et avec un environnement bienveillant qui entre justement et qui te motive, qui entre en adéquation avec tes valeurs et qui ne déroge pas à te taper aussi sur les doigts en te disant non, là je suis pas d'accord avec ce que tu as fait et que tu sois prêt à l'entendre. Puis cette mutation se fait et puis tu je pense que l'âge a beaucoup à avoir dedans. À 50 ans, tu te dis, bah les perspectives que je vois, c'est le futur. Et le futur, c'est quoi? Ben, c'est mes enfants. Et c'est ceux qui attendent derrière. Ce sont mes sœurs, mes petites sœurs, ce sont mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour elles? Ben, ouvrir des portes. C'est tout. C'est le relais. C'est vraiment cette course de fond que tu fais, peu importe que tu prennes des coups, des uppercuts, tu t'en fous parce que tu te dis que le collectif prévaut et que si tu peux être la personne qui va simplement ouvrir les portes pour quelques-unes, eh ben c'est déjà énorme. Et c'est de se dire que si avoir cette mentalité-là, de se dire que si l'une de nous n'est pas libre, aucune d'entre nous ne le sera. Et c'est ça la sororité. C'est là où on se dit, on doit faire front, nous femmes, on doit faire bloc et on doit avancer d'une manière commune, pas au détriment de notre propre personnalité. Et à partir du moment où on est encline avec ça, je pense que faire avec les autres, ça se fait automatiquement. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Se dire, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Peut-être qu'on va se rejoindre un peu plus tard, peut-être pas, mais au moins, on se connaît. Et si je peux te soutenir d'une quelconque manière que ce soit, ne serait-ce que pour un clic sur Instagram, pour véhiculer ce que tu es en train de faire, ça peut être les volumineux, ça peut être... Et que mon public puisse voir ce que tu fais, eh ben moi, je te rayonne aussi. C'est se dire que ton succès, c'est mon succès. Tes échecs sont aussi mes échecs. Voilà, c'est se décentrer et ne pas agir de manière égoïste en fait. C'est d'arrêter se faire pour soi. C'est être soi et faire pour soi et ce qui te permet de faire pour les autres et de ne pas aller au-delà de tes moyens. Ça te bouffe plus en fait. Ça te bouffe plus et surtout répondre. S'il y en a une qui a mal, tu lui fais soutien. Tu es son soutien, tu es elle. Si une personne t'attaque dans une salle, tu fais front avec elle. C'est ne rien laisser passer. Une agression dans le tram, tu fais front. Tu es avec elle. C'est ne plus rester passif parce qu'on rentre chez nous et ça tourne pendant des jours et on se dit si j'avais, ne plus être dans le si j'avais. Être dans je fais, dans l'action. C'est tout ce que les féministes ont fait avant nous et tout ce que les afroféministes ont fait avant nous.
elles étaient collectives. Et même s'il y avait des dissensions dans les groupes, c'est prendre conscience de ce que nous sommes à titre individuel et ne surtout pas les remettre de côté, ne surtout pas les comme une autruche les mettre sous le tapis. C'est au contraire révéler ce que nous sommes et fonctionner d'une manière commune. Et je pense que le monde se porterait beaucoup mieux si c'est pas l'universalisme, c'est pas du tout ça, non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment d'abord être sûr de ce que l'on est et savoir, c'est comme un iceberg, savoir ce qu'il y a en dessous, ce qui est la partie invisible. C'est nos cultures invisibles qui sont en dessous et c'est celles qui titillent le plus et c'est essayer de savoir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg de l'autre pour ne pas rentrer en conflit. C'est tout. Et à partir du moment où tu sais, moi je le sais avec ma mère par exemple, ce qui est en dessous c'est la religion. Moi je suis athée. Donc si on aura des problèmes si on commence à parler de religion. Mais pas forcément, parce que je ne vais pas aller au fond, tout simplement, en lui disant « non, je ne le ferai pas. Je comprends. Je vais faire ça. Un tout petit peu, je vais te donner donc pour si je dois me marier, ok, il faut payer une dot, etc. Est-ce que c'est encore important de le faire culturellement, etc. Oui, mais mon compagnon, lui, il est athée aussi, donc comment on va faire Est-ce que la religion a du sens? On va essayer de moderniser. Donc voilà, c'est essayer de ne pas rentrer en tension et de pas faire monter de monter les tensions en escalade. C'est prendre conscience, analyser, se décentrer et de se dire on va faire du donnant-donnant. C'est pas faire des concessions. On ne demande pas de faire des concessions. C'est simplement de permettre à l'autre de jouir de ce qui se trouve en dessous de l'iceberg et toi de jouir de ce qui se trouve aussi en dessous de l'iceberg et de faire ensemble. Donc voilà. Mmh. Tu as toujours été engagée ou ça a vraiment ça s'est vraiment développé au fil du temps, ce féminisme, cette sororité? Aussi loin que je me souvienne, ma mère me disait que j'étais vraiment une rebelle, même dans le perso, et qu'un marabout lui a dit que je serais une révolutionnaire. J'attends, mais je pense que oui. À ton échelle, tu l'es. À mon échelle, je pense que je l'ai. Ben, encore hier, elle me dit t'es chiante, hein. T'es têtue. Elle m'a pas dit t'es chiante, elle m'a dit t'es têtue. Je dis ouais, je suis têtue. Je dis mais comme toi. Je dis mais on est pareil, maman. Mais je suis ta fille. Enfin tu vois. Et donc là du coup, il y a pas les problèmes, ce qui pourrait amener à une problématique, ben ne l'est pas. Donc elle en rit et puis elle se dit mais oui c'est moi qui t'ai faite donc bien sûr. Donc elle est toute fière de dire oui ma fierté vient. Le fait que tu sois têtue, ça vient de moi. Donc voilà, il faut flatter l'ego et des fois ça fait du bien de flatter l'ego quoi. Donc oui. Pour moi c'est ancré, c'est le nom, c'est parce qu'on est issus de plusieurs cultures. Ma mère est ivoirienne, mon père est malien. Mon père a travaillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On a été ivoirien, puis on a été malien, puis on a été belge, avec une culture française puisqu'on était au lycée français. On découvre la Belgique quand on rentre à l'UNIF. Enfin, tu vois, des trucs de dingue. Et puis voilà, c'est faire avec ces multiples identités. Mais avant, on avait l'impression qu'il fallait justement faire de la rétention et d'entrer dans un clan, faire de la rétention, rentrer dans un clan, essayer de réfréner ce que l'on est. Mais non, on fait avec. Et c'est comme voilà mon père qui nous a appris très jeune à faire ça et à nous dire on boit de l'alcool mais quand on est dans la famille on le boit pas quoi.
il m'a levé au Johnny Walker. Donc, moi, je suis pété avec un verre de bière, mais tu me donnes du Johnny Walker. Moi, il n'y a aucun problème. Je te descends la bouteille, je danse pas sur la table, quoi. Tu vois, je suis sobre. Moi, je suis au rhum, quoi. Tu vois, j'ai été élevée à la dure. J'aime l'alcool, quoi. Tu vois, et je bouffe du porc, tu vois. Mais voilà, mon père disait, oh là, on va aller au Mali. Tous les 2 ans, on repartait au Mali et en Côte d'Ivoire. On passait d'abord par la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup plus catholique. Hein. Il y a, je dirais, 80% de la population qui est catholique. Donc là, on commence, on fait tout, on s'amuse. Mais dès qu'on passait la frontière et qu'on allait au Mali, c'était, on était sobre. On était sobre. Mais voilà, ma famille m'a appris à composer avec le clan et à vivre avec le clan, mais à ne pas se faire du mal, quoi. Voilà, je suis le vilain petit canard pour ma famille, je suis le canard noir. Et en plus, elle a de la gueule, elle parle. Les réunions de famille où c'est vraiment les hommes qui parlent, moi, j'ouvre ma gueule, quoi, tu vois. Et mon frère, même, il me défend, il me dit, tais-toi. Là, c'est le grand-oncle qui parle, s'il te plaît, tais-toi. Et moi, je suis là, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Enfin, voilà, c'est se positionner, ne pas gober les choses et comme mes cousines et puis agir différemment parce que je savais que j'étais privilégiée, que je ne restais pas in situ et que moi, après, je repartais, je prenais l'avion, donc je pouvais foutre la merde là où j'étais, complètement remuer les traditions. Moi, j'étais anti-tradition, mais en même temps, je vis avec la tradition, donc je joue avec, quoi. Donc voilà, j'ai des tatouages, j'ai des piercings. Je fume. Ma famille, ils sont. Ils se disent mais Rokia, oui, mais c'est Rokia. Donc à partir du moment où on dit mais c'est Rokia, c'est normal, je me dis c'est bon. Voilà, ils m'ont accepté tel que je suis. Donc voilà, je peux faire ce que je veux. Donc voilà, c'est essayer de comprendre comment ma mère fonctionnait, c'est lui poser des questions, comment elle a été éduquée, c'est poser des questions à mon père. Tout le temps, j'étais dans le questionnement, à ne pas me dire... Eux, ils avaient été élevés comme ça aussi. On leur disait, c'est comme ça, tu dois exécuter. Mais en même temps, eux, ils sont nés en période avant l'indépendance. Ma mère est née en 52, donc les Français étaient encore là. Mon père est né en 42, ils ont 10 ans de différence. Enfin, tu vois, eux, ils ont vécu une période et puis en fin 60, ils s'en vont en Belgique dans le cadre diplomatique, ils sont expats. Ils sont bien conscients que ils ont un rôle à jouer, donc ils subviennent aux besoins de la famille rester sur place. Il y a une partie de ma famille qui habite en France, donc on fait des allers-retours au Mali. Donc mon baobab, ce que je représente, ce que je suis en tant que baobab, mes racines sont là. Je sais d'où je viens. J'ai pas le cul entre deux chaises, en fait. Je l'ai eu à une période où adolescente, surtout quand j'ai perdu mon repère qui était mon père. Je l'ai perdu à l'âge de 15 ans. Donc, du coup, tu perds tes repères et tu te dis, oula, non, mais il te reste encore ta mère. Et puis les autres, les tantes. Donc, j'ai été élevée aussi par les tantes qui ont un énorme pouvoir et c'était des tantes qui étaient les premières divorcées, qui ont dit merde aussi, et qui ont pu élever à bout de bras leurs 7 enfants fièrement, qui sont tous à l'université. Enfin voilà, c'est se dire, avoir des exemples. Et tous les exemples que j'ai eus, c'était des exemples de femmes fortes dans le cadre de mes familles. C'est ma cousine qui est partie à 17 ans, qui a dit, écoutez, j'ai mon bac, on est des surdoués dans la famille. Toutes les filles ont terminé à 17 ans, sauf moi. Ma fille a terminé à 17 ans, comme sa tante, comme ses tantes. Et donc, du coup, elle est partie vivre aux États-Unis. Elle y est encore. Ma fille va la rejoindre. Donc, mais au moins, je sais que ma fille, je vais pas la laisser toute seule. Elle va chez sa tante. Donc, sinon, tu crois que je l'aurais laissée là? Non. No way. Je suis une mère poule.
Mais voilà, c'est se rendre compte de ces petites choses qui font qu'on est en fait, et que et qui te permettent de prendre position parce que tu es vraiment ancré dans le sol. Tu as tes racines, et au nom de ces racines, au nom de tes ancêtres et au nom de toutes ces femmes qui ont fait ce que tu es, tu peux prendre la parole. Tu oses prendre la parole au nom de moi. Voilà. Avec toutes les femmes, la voix des femmes de ta famille qui sont derrière toi, tes sœurs. Moi, à chaque fois que j'ai une prise de parole, soit je pense à Lisette, soit je pense à Joël Sambi, soit je pense à Gia Brassa, soit je pense à Julie Sambi, à Julie Sambio, c'est marrant, à Julie Lombé, soit je pense à Sarah. Voilà, c'est une parole qu'elles ont dite et hop, elles sont derrière moi, quoi. Et quand j'ai des doutes, elles sont là. C'est incroyable. Elles répondent tout de suite. Elles prennent le temps de répondre, en fait. Et c'est ça qui est aussi difficile. Et c'est là où je me dis que moi, je suis privilégiée. C'est que j'ai eu le temps de me poser toutes ces questions-là. Et médicalement, on m'a arrêtée. Et c'est ça qui m'a permis de travailler sur moi-même. Mais si je n'avais pas eu ce burn-out, moi, j'aurais continué. Je pense que je serais morte, en fait, tout simplement. Comme des collègues qui sont morts. J'ai une collègue qui est morte au travail, quoi. Et là, tu te dis... Je pense que le déclic s'est fait là. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Quand tu vois une de tes consoeurs, même une de tes sœurs, partir en ambulance et mourir pour un mal de tête qui a été mal diagnostiqué. Elle était occupée à faire un AVC au boulot. Et là, tu te dis, mais j'ai pas envie de crever comme ça. Ça nous a tous choqués. Et c'est à partir de là que je me suis dit, non, c'est pas normal. On peut pas crever au boulot comme ça. On peut pas. C'est pas une sorte d'indifférence, mais c'est tout ce qui a amené à ce qu'elle parte en ambulance comme ça et qu'elle ne revienne pas avec un mal persistant et tout faire pour être. On l'a tous fait. On nous a. Je sais pas comment dire, c'est cette société qui t'enlève cette liberté de penser, c'est cet esprit critique où tu te dis, mais t'as putain de mal au ventre. Tu perds des litres et des litres de sang parce que j'avais de l'endométriose et tu viens quand même à 8 heures au boulot. Au lieu de te faire soigner, tu te fais soigner le plus tard possible parce que tu sais que ta collègue, tu dois pas la laisser en berne avec 36 heures de cours. Mais jusqu'où on va? Où on s'oublie soi-même? Où on oublie de se soigner, mais on se fait du mal. Mais jusqu'à rentrer chez toi, mais complètement vidé. Et là, je me dis, mais non. Voilà, c'est la confrontation aux maladies, en fait, et puis le renvoi aussi des autres qui te disent, mais c'est pas possible de faire ça. Tu vas être opéré dans 2 jours, t'es encore au boulot la veille. Vous croyez que j'ai été opérée le lendemain? Ben non. L'anesthésiste, il a dit, mais je ne veux pas que vous mouriez sur ma table. Je ne veux pas avoir cette responsabilité-là. Allez vous reposer, on se revoit la semaine prochaine. Et c'est se dire vraiment jusqu'où on est prêt à aller pour... mais pour qui? C'est là où la question doit réellement se poser. On nous assène, depuis qu'on est petit, qu'on doit travailler collectif, mais on ne pense pas à qu'est-ce qu'au fond le travail et pour qui on travaille. Et quand la culture d'entreprise reprend les mêmes choses et ne se repose pas des questions sur est-ce que les valeurs sont là? Est-ce que vous y adhérez tous? Est-ce qu'on ne devrait pas créer une charte plutôt et se dire qu'elle est mouvante? Et qu'elle peut bouger et qu'on peut rajouter des choses ou même enlever des choses. C'est vraiment
essayer d'agir en intelligence collective. Mais de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble. Et il faut que tout le monde soit dans la même optique. Et il faut que tout le monde soit dans la même optique. Mais tout le monde peut l'être. Ça se travaille. Mais c'est pas à nous de penser à ça, nous, travailleurs, parce que nous, on est dans l'action. Voilà, en étant prof, tu es confronté aux problématiques des stagiaires qui sont tous des primo-arrivants et qui ont leur trauma à gérer. Ils sont dans l'immédiateté, ils doivent apprendre une langue le plus vite possible pour s'insérer dans une société. C'est incroyable. Nous, on se dit, mais en 3 mois, c'est pas possible. Donc, du coup, on pense à eux et on refaçonne notre manière de donner cours avec des objectifs bien précis, mais des objectifs qui émanent du stagiaire. Donc, notre point de départ, c'est la personne. On part de là en tant que prof. Mais moi, je suis moitié prof et moitié travailleuse. Et je dépends d'Actiris. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sanctionner aussi. Je dois prendre les absences. Je dois sanctionner dans la base de données avec le token en disant il est venu, il n'est pas venu, il est venu, il n'est pas venu. Quelles conséquences ça a? Réduction de l'allocation. Mais tu les mets à mail, 200, 300 euros pour quelqu'un qui a toute une famille. Mais c'est énorme. Et c'est là où je me dis, mais non, mais tu changes. Et là, tu te dis, OK, avec mon token, j'ai ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout le monde présent. Personne n'est malade. Parce que le temps que cette personne, avec tous les traumas qu'elle a vécus, se dise, je dois prendre un certificat, te l'amener, puis ensuite l'amener à l'ONEM ou à la FGTB, machin, pour dire que je suis malade. Et c'est la mutuelle qui prend le relais quand j'ai 3 semaines de congé, 3 semaines de maladie. Tu te dis, même pour nous, c'est hyper compliqué. Mais alors pour lui, il se dit, t'es en formation pendant 3 mois, tu es obligé de faire ça. J'ai fait, mon Dieu. Et en fait, c'est triste, mais ces personnes ont de la chance que tu aies ton histoire personnelle et que tu aies ton empathie qui te permet, qui permet de barricader. Bah, on a éloigné les assistantes sociales qui donnaient des rendez-vous, mais aux heures où ils étaient en cours. Tu dis, elles ont le même système que nous. Vous voyez qu'il est en formation. Si Actiris arrête de leur demander de venir aux séances d'infos, de machin, bah vous aussi, faites vos rendez-vous après les heures de cours. Ça finit, il commence à 8h et il termine à 13h. Donnez leur rendez-vous à 13h, 13h30, le temps qu'ils arrivent. Mais pas à 10h. Là, voilà. Il est à mal, vous le mettez à mal. Donc arrêtez. Donc nous, on a fait du forcing et on a changé notre manière de donner cours. Avec le Fonds social européen, on a vraiment coordonné de manière à ce que ce soit vraiment une suite logique. On n'apprend pas une langue en 3 mois. On part du niveau 0, qui est du niveau A1, et il y a même un niveau, mais 0, c'est des gens qui ont des fois 4-5 langues à leur actif. Donc, ils en connaissent même plus que nous, et qui ont été médecins, qui ont été chercheurs, et tu les vois diminuer parce qu'ils ont cette pression de devoir faire comme les autres et d'apprendre le plus vite possible pour les mettre dans l'emploi parce qu'ils viennent d'arriver en ne faisant fi de ce qu'ils ont vécu. Non. Moi, je dis non. Et c'est là qu'on œuvre, nous, à l'intérieur. Mais on a fait énormément, j'étais pas toute seule, on a fait énormément de choses. Mais là, moi, je suis partie en me disant, mais je ne peux pas soigner cette culture d'entreprise parce qu'elle ne me soigne pas. Elle ne fait rien pour que j'aille bien, moi, en tant que travailleuse. Voilà. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où tu dis stop. Tu es fière de montrer cet exemple à tes enfants? Ouais. Ah oui, mais ils m'ont vu me battre tout le temps. Hein. Ils m'ont vu dans tous les états. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas se cacher non plus, de pas être dans le non-dit et d'expliquer les choses. Et je pense qu'ils ont cette maturité-là, de par ce qu'ils ont vécu, dû au fait que je sois séparée de leur père, etc., qui se fait d'une manière vraiment très dramatique. C'est
on en souffre chacun à notre niveau et on réapprend à former notre cellule, je dirais notre triangle, j'adore ce truc, notre triangle familial, quoi. Mais en me disant que j'ai toujours ce rôle de mère parce qu'il ne change pas. Quand on est primo-arrivant, ça change. Le parent devient enfant, l'enfant devient parent parce qu'il apprend la langue beaucoup plus vite et c'est lui qui fait toutes les démarches administratives avec les parents. Donc, ça fait des désastres, c'est catastrophique, mais c'est comme ça. L'enfant n'est plus enfant, il devient adulte. Et là, je ne voulais pas psychologiquement que mes enfants me soutiennent. Voilà, j'ai tout fait pour rester à mon rôle de mère. Et surtout de ne pas prendre la casquette du psychologue. Les spécialistes sont là à déléguer, à dire ça je peux régler, je suis ta mère. Donc voilà, je peux te donner de l'argent pour t'acheter ça, pour que tu fasses ça. Je peux t'aider pour tes devoirs, je peux t'aider dans dans ton apprentissage de la vie. Mais par contre, tout ce qui est du domaine psychologique, les spécialistes sont là pour soigner tes maux. Il vaut mieux que tu aies quelqu'un d'autre, autre que moi. Parce que je suis déjà fort occupée à me soigner moi aussi. Et on n'est pas au même niveau. Toi, tu as encore ton père, moi, ton père est là et tu dois dealer à comment rétablir un lien. Moi, je dois tuer le père et le mari. Pour pouvoir... Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire ça, tuer le père et le mari, parce que le père, l'idéal du père qui n'est pas, et le mari qui n'a pas été. Et donc, faire le deuil de tout ça et repartir pour laisser d'autres venir aussi. Et donc, on est à deux niveaux complètement différents. Donc voilà, ils ont très bien compris et je pense j'ai tout fait pour qu'ils aient un cadre sécure et qu'ils aient des balises de sécurité, qu'ils sachent où appeler, qui demander et pour pouvoir grandir, en fait, en étant ceux qui sont. Et c'est là où vraiment Dolto avait raison, on ne naît pas parent. On le devient. On le devient et on le devient à chaque étape. C'est des strates, hein. C'est des étapes de vie où ça commence dès le moment où ils commencent à marcher jusqu'à la parole, jusqu'à maintenant où ils ont où tu sens déjà qu'ils vont devenir des bonnes personnes ou pas, tu le sens. Et qui sont suffisamment armés ou pas, et qui vont faire leur petit bout de chemin. Le tout, c'est comme disait Khalil Gibran, c'est les accompagner. On est l'arche, tu vois, l'arc, et puis eux sont les flèches, donc tu les lances. Et tu fais tout. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que je lance la flèche, mais il y a une corde. Comme ça, ils reviennent toujours. Voilà. Je suis la mère poule, hein. Je dis, moi, j'adapte. Khalil Gibran dit, faut lancer la flèche. Moi, je dis, moi, je mets une corde. Comme ça. Ou même un élastique. Tu vois, comme ça, l'élastique revient. Voilà. I'm a bitch mother. Ils croient que... Beaucoup de fois, oui, ils ont cru que... Mais j'étais derrière. Et tu es artiste, tu es entrepreneuse. Parfois, tu as eu des craintes, justement, par rapport au fait que, comme tu as 2 enfants, il faut aussi ramener de l'argent. Il y a eu une crainte financière ça de ce statut. Ah oui, tout à fait, parce qu'on on quitte la mutuelle, donc on quitte la mutuelle parce qu'on était malade, et puis on met fin aussi à son contrat de travail à durée indéterminée. Comment est-ce que vous avez pu? Ben oui. Et puis on se dit, on choisit. Et puis surtout, ça n'arrête pas d'arriver. Donc j'ai cette chance-là. Mais on travaille beaucoup. On travaille beaucoup pour offrir autre chose que des pâtes, quoi. Mais les pâtes, c'est bon aussi. Mais oui, on travaille beaucoup et surtout, les gens ne se rendent pas compte que plus on fait, plus on, c'est pas une somme énorme qu'on a. C'est
c'est à juste titre. Déjà, on travaille pour avoir cet argent, mais on donne beaucoup. On donne plus que la moitié en charge. Et en plus, tu te dis que au niveau des impôts, tu vas douiller l'année suivante aussi. Donc, du coup, on met de l'argent de côté pour que justement, les huissiers viennent pas taper à la porte. Il y a des débuts ou des fins de mois où tu te retrouves à vivre à crédit parce que t'as mis en place ta carte de crédit et t'es contente de te dire, oh, putain, je peux débiter 1250 €. Puis après, tu te dis, oh merde, le mois suivant, va falloir que je repaye. Donc, t'es là. Tu essaies de trouver des solutions, mais je pense qu'on est tellement... Nous, les femmes, on a un cerveau, mais incroyable. Je pense qu'on devrait étudier notre cerveau et cette capacité à trouver des solutions pour dire, ah ben ça, je paye un peu en retard. Oh, peut-être qu'ils vont me comptabiliser 10 € en plus. Oh, c'est pas grave. À partir du moment où je peux payer 30 € par là, voilà. On échelonne. On est les reines comment dire, du budget familial, du panier de la ménagère. C'est dans ta tête, tu sais si tu peux ou si tu peux pas. Donc mon fils me regarde et il me dit, je peux ça? Rien qu'à mon regard, il sait, on peut pas. Mais peut-être le mois suivant, oui. Et là, il revient vers toi parce qu'il a pas oublié son truc. Et puis il dit, alors je peux? Et tu fais, ouais. Mais voilà, ça, c'est ma mère qui m'a appris à bien calculer et à ne pas se laisser submerger. Mais c'est dur en tant que maman solo, bientôt divorcée officiellement, avec les enfants à charge à 100%. Quand on dit à charge à 100%, c'est-à-dire que je les ai matin, midi, soir. Ça bouffe matin, midi, soir. C'est créer tout. Payer l'électricité à 100%, tout le loyer à 100%, c'est tout. Donc, et tu te dis, mais ils ont quand même encore leur père. Je dis, mais c'est quand même un peu bizarre que je me retrouve à 100%. C'est là où tu te dis que la société, elle est pas juste, en fait. Même si les divorces sont négociés, il y a un truc qui va pas, c'est que, à partir du moment où les enfants ont choisi de vivre avec un des parents, même s'ils donnent une somme, qui est une compensation pour les enfants, ce n'est jamais assez parce qu'ils ne sont pas l'autre parent n'est pas enclin à la réalité et à vivre la réalité que l'on vit en tant que mère qui a des enfants à 100% chez eux, quoi. Et en plus ils ont 21 et 18 ans, c'est vraiment le pic, c'est là où ils ont le plus besoin de nous et c'est là où ils coûtent le plus parce qu'ils choisissent des études, puis des fois les allocations ne sont pas données parce que le niveau d'études, le nombre d'heures n'est pas atteint. Donc voilà, on est au fil de tout ça, ils ont pas de bourse parce qu'ils vont faire 3 mois aux États-Unis, tu peux pas demander d'aide et puis voilà, c'est être au fait et essayer de dire l'argent que tu n'as pas, que tu n'as plus, il va falloir pallier et donc travailler plus. Donc non, mais en même temps c'est difficile, mais on est habilité à le faire. On est experte, on devient expert vraiment. On a ce savoir-faire de pouvoir être des Shivas. On est des Shivas. On a plusieurs mains, mais vraiment on a plusieurs têtes, quoi. Et plusieurs étiquettes, en passant du care à la comptable, mais on n'a pas le choix. À partir du moment où on a cette responsabilité d'être mère, moi la question ne se pose pas. J'ai pas le choix. L'autre, il a le choix. Mais moi, non. Et tu leur montres que c'est possible aussi, de faire un métier où tu te respectes, où tu fais ce que tu aimes, où tu multiplies les projets et en fait, tu laisses exprimer ta créativité. Tout à fait. Et tu sais et je les prends avec moi. Et on est dans le partage parce que ils ont une autre manière de voir. Mes enfants m'ont appris à grandir aussi, à mûrir. C'est à travers eux que je peux dire, là maintenant, m'assigner ce terme qui est d'être mère. Je me sens
mère. Au début, t'es un peu... Il y a des moments où tu le sens pas, il y a des moments où tu le sens, il y a des moments où t'es confronté à la maladie, t'es confronté à l'urgence, t'es confronté à tout. Tu passes par tous les états en étant mère. Autant émotionnel et autant... Il y a des moments où tu peux pas craquer, il y a des moments où tu peux craquer, il y a des moments où tu dois agir, il y a des moments où tu peux dire hey, « stop ». On réfléchit ensemble. C'est là où tu dis, tu les prends avec toi et tu leur dis, voilà, là, on pose tout sur la table et on essaie de se dire comment on va faire pour finir la fin du mois, quoi. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est aussi important? Est-ce que ça, voilà, faire le tri de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Mais qu'ils soient conscients qu'ils viennent vers moi pour tâter la température et de se dire est-ce qu'on peut faire ça et est-ce qu'on peut pas faire ça, voilà, et faire aussi par eux-mêmes, se dire je vais travailler et subvenir aussi moi-même à mes besoins et voilà, c'est d'être conscient aussi, c'est d'être conscient et d'être aussi eux dans l'empathie, de savoir parce qu'ils le sentent. Ils sentent quand ça va et ils sentent quand ça va pas. Ils sentent quand les temps sont difficiles et ils sentent... mais c'est pas de le sentir, c'est de le dire. Et que ça ne passe pas dans le volet du non-dit. Là, le non-dit, c'est horrible. Mensonge, non-dit, caché, ça sert à rien. Mm-hmm. Et ça fait du mal. Et c'est des fardeaux qu'ils n'ont pas besoin de porter parce que eux, à leur niveau, ils ont leurs propres problèmes d'ados, de jeunes qui rentrent. Le Covid les a mais détruits. On n'en parle pas, on n'en parle plus, mais ça les a détruits d'une certaine manière. C'est un autre rapport. Ils ont vécu le fait de ne plus être ensemble, le fait de ne plus être avec leurs potes, or que pour eux c'était vital. Ne plus être en interaction avec eux, les toucher, se voir dans un parc à combien, à 2, maintenant à 3, maintenant à 5, maintenant de nouveau à 2 et à se dire mais pourquoi on obéit? Donc ça remet tout le système en question. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi est-ce que maintenant ils disent ça? C'est une réflexion sur l'obéissance. Sur l'obéissance et sur le devoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce qu'on est obligé aussi? Donc ça nous renvoie, ça renvoie vraiment à un sujet sociétal. C'est quel est mon rôle, moi, dans une société dans laquelle je n'adhère pas? Là, les ados, ils te le renvoient dans la gueule. Mais tout le temps. Et eux, ils sont accable, mais à 100%. Vraiment, toi, t'arrives avec je suis pas boomeuse, parce que je suis pas de cette génération-là. Donc, moi, ça passe encore parce que j'ai Instagram, mais j'ai pas TikTok. Donc, du coup, et j'ai pas, surtout pas, Twitter. Ah non, là, moi, l'instantané comme ça, non, moi, j'ai encore un cerveau, j'ai besoin de peser mes mots, d'écrire. Moi, je suis la génération Facebook. Pour eux, c'est has-been complètement. Eux, ils sont vraiment dans cette immédiateté. Mais il y a un moment où moi, je leur apprends à se poser et de ne pas gober comme des amibes, de ne pas phagocyter et de pas être phagocyté, mais à se poser, à se questionner. OK, il y a ça qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est c'est les groupes dans lesquels ils sont inscrits à l'UPJB, l'Union progressiste des Juifs de Bruxelles. Ils sont mono, donc ils ont ce lien de passage aussi. Et donc les petits les regardent. Et donc du coup ils sont happés par l'actualité. Et c'est leur dire, comme nous, la manière dont on a été élevés, c'est il y a plusieurs sources comparées. Vous êtes des journalistes. À votre échelle, mais comparez les infos. Essayez de lire ou de regarder le plus possible par rapport à une actualité et essayez de vous faire votre propre jugement. Mais ne gobez pas comme ça. Réfléchissez. Et donc là, ça marche. Là, ça marche. Franchement, je suis contente de l'esprit critique dans lequel ils sont et du questionnement perpétuel dans lequel ils sont et ils ne disent pas oui d'une manière forcée. Ils disent oui parce qu'ils le veulent et c'est ça que eux nous apprennent.
Il n'y a pas de concession. C'est no way. Et quand ils te disent, mais toi, ce que tu as comme épée de Damoclès, c'est ton épée de Damoclès. Moi, j'en veux pas. Et ils te le disent. Et ce que mamie a et qu'elle t'a passé, j'en veux encore moins. Et ils te le disent. Et donc, toi, t'es là, mais tu veux pas un tout petit peu pour m'alléger? Et ils te disent, non, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, j'ai les miens. Donc, ils te renvoient vraiment à leur réalité. Et et je pense que notre intelligence, c'est aussi de les laisser, eux, s'éclater la gueule contre un mur aussi. Et d'être là simplement pour les rattraper, quoi. Ils ont besoin de passer par là aussi. Mais ils ont énormément besoin de passer par là. C'est justement que comme ça qu'ils peuvent grandir, d'être confrontés, d'être dans la dualité, d'être dans la tension, et puis après de savoir se positionner dans ce climat de tension. Oui. Sinon, que notre individualité ne se reflète pas. Elle ne peut que se refléter dans le conflit, justement. Mais il faut apprendre à réagir au conflit et à se protéger du conflit. Et plus on y est confronté, plus on apprend, en fait. Donc voilà, c'est leur dire que ça fait mal sur le moment, mais il faut réfléchir là où ça ne pourrait plus faire de mal. Je pourrais écrire un bouquin, en fait. Je pense que tu dois le faire. Ah ouais. En tout cas, je l'achèterai. Parce que là, on arrive malheureusement à la fin du podcast, mais je pense que ça pourrait durer des heures. Mais j'ai juste encore quelques petites questions pour toi. Ouais. Quels sont tes projets pour la suite? Comment tu vois la suite? Plein de choses. Continuer à travailler avec les musées, à faire de la création, à rentrer dans les archives, à posséder les archives, à se déposséder des archives, à les ouvrir au plus grand nombre pour que justement on puisse travailler sur ce qui reste dans les inconscients collectifs. Et l'inconscient collectif, c'est ce qui fait le plus mal, c'est les clichés, c'est les stéréotypes, et c'est ce qui fait que on perçoit l'autre d'une manière qui n'est pas. Donc c'est identité assignée mais pas revendiquée par l'être. Et ça, c'est mon cheval de bataille. C'est les curations, les cartes blanches, ouvrir la porte à d'autres, à celles qui viennent après moi. C'est être consciente de ce privilège et faire du bien. Et de se dire, voilà, je passe le flambeau. J'espère que, voilà, toi, tu es capable de faire ça. Et toi, quand tu arriveras à un certain niveau, tu feras la même chose. Une scène ouverte où tu amènes ces nouvelles personnes pour qu'elles puissent rayonner à leur tour et ouvrir à elles des portes aussi. Donc, c'est ouvrir les voies. Donc, des deux côtés, les chemins et la parole, c'est ne pas rester silencieux et silencieuse. C'est vraiment de dire là où ça fait mal, de cracher là où ça fait mal et de pouvoir justement travailler pour que ça ne le soit plus. Et de toute manière, d'une manière individuelle, ça c'est très important d'apprendre à se ressentir et de se connaître soi-même. Et puis après, une fois qu'on se connaît soi-même, c'est s'en servir pour le bien-être de soi-même et des autres. Et si on fait attention à soi, on fait attention à l'autre automatiquement. Mais c'est d'abord prendre soin de soi. Ça c'est prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, profiter. Moi, je profite bêtement de trucs, mais très cons. C'est sortir avec mon chien au parc du Den et puis traîner au Lidl dans les rayons. J'adore le Lidl. Je sais pas vrai. Avant, c'était un autre magasin. Il y avait Emma aussi. J'aimais bien traîner là-dedans. Mais c'est flâner, tu vois. C'est ne rien faire, ne rien penser. Des fois, même, j'achète que dalle. Je regarde, je touche, je parle avec les gens. C'est aller au parc du Den, s'asseoir et être dans l'enclos où il y a les chiens et puis discuter avec tout le monde.
c'est s'engueuler avec tout le monde aussi, parce que les chiens sont assez des ficelles. C'est pas les chiens qui sont des ficelles, c'est les maîtres qui sont des ficelles. Mais voilà, c'est de jouir de choses simples, mais qui nous font du bien, et faire que des choses qui nous font du bien. Et on oublie de se faire du bien. En fait, on oublie cette chose essentielle, c'est de se permettre d'être bien et de ne pas être et de ne pas le devoir, tu vois, de se dire c'est moi qui me l'octroie et voilà quoi. Et c'est ne rien devoir aux autres en fait. C'est être fier de soi-même et d'apprendre à être fier de soi-même. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'on nous l'a pas appris. On nous l'a pas appris, donc il faut et être capable de dire merde, en fait. De dire merde. On nous l'apprend pas non plus. Et voilà. Moi, je revendique le droit de dire merde. Parce qu'on le vaut bien, quoi. Et l'autre, il sait pas ce qu'on vaut. Mais nous, on sait ce qu'on vaut. Et on peut lui dire, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a des conversations, quand il y a des gens qui prennent à partie et qui disent « moi, je sais mieux que toi parce que nanani, nanana », qui prennent cette position-là. Et moi, je leur dis tout simplement « mais je t'ai rien demandé. » Merci, avec quoi tu viens? Mais ça désarçonne complètement. C'est du « ok, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non? Ok. Bon, bah voilà, tu tournes. Voilà. Là, ça, c'est magnifique. T'as un pouvoir. Tu fais ça une fois, tu fais ça tout le temps. Même quand c'est pas la peine. Là, tu fais, oh, pardon, c'est juste pour le sentiment d'avoir. Mais t'as un pouvoir de dingue. Faire taire. Quand la bouche commence à cracher sur toi. Et là, tu dis, mais pourquoi, en fait, mes ancêtres sont pas les mêmes que les tiens? Est-ce qu'on se connaît? Enfin, c'est juste ça. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Non. Donc, je t'ai rien demandé. J'ai pas besoin de ton avis. Donc, voilà. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Voilà. Je vais te poser cette fois la vraie dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça, c'est mon rêve et je vais le faire. C'est là où je me dis, je veux absolument faire. C'est carrément tout un domaine de recherche au niveau du son pour les personnes malentendantes. Avec des personnes malentendantes, avec des DJ et essayer de faire que la scène soit aussi adaptée aux personnes malentendantes qu'on oublie, qui sont là et qui ont vraiment aussi envie de s'enjailler autant que nous sur les pistes de danse, mais on a tendance à les oublier. Et je pense que nous, en tant que DJ, on peut se lier avec... il y a des moyens qui existent. J'ai fait déjà mes recherches. Il y a tout un équipement qui peut être adapté. Je pense que c'est faire changer un petit peu ces institutions d'entendants et les plonger justement dans le monde des malentendants. Et c'est s'adapter en tant que DJ et de se dire voilà, j'utilise un peu plus de basse, je diminue les fréquences, ces fréquences qui ne sont pas utiles pour ces personnes-là et les mettre au minimum. Qu'est-ce que ça fait? C'est travailler avec elles pour que ces personnes-là soient incluses et qu'on ne les oublie pas et qu'on ne se dise pas « Ah, mais il faut aussi penser à elles ». Non, elles font partie de nous. Elles font partie de la société et elles ont leur place aussi. Et surtout aussi penser aux personnes à mobilité réduite et leur offrir aussi l'espace suffisant que pour pouvoir danser, s'exprimer, tout comme nous, quoi. Et on dirait que le monde est construit, et on le sait, que pour les deux pattes. Et ceux qui ont leurs 5 sens. Moi, j'aime bien aussi avoir, en fait, tout le monde. Et si on peut amener aussi les chiens, si on peut amener les enfants, voilà,
c'est une recherche qui peut se co-construire, et j'aime bien le fait de co-construire avec plusieurs personnes, avec des ingé-sons et surtout créer une musique pour tous, mais qu'elles peuvent entendre, qu'ils et elles peuvent entendre. Et ça, pour moi, c'est waouh. Là, je me serais dit, j'ai créé quelque chose. Ah, c'est un magnifique ose. Ouais. Merci beaucoup. Merci Rokia d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter, et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.